« 1623. Sous le règne de Louis XIII, Armand Duplessis, cardinal de Richelieu, vient de promulguer un édit interdisant les duels qui décimaient la fine fleur de la noblesse française. Cet édit prévoyait la peine de mort pour les contrevenants. Mais cette jeunesse orgueilleuse, avide de gloire, ne se souciait guère des édits de Monsieur le cardinal. Il n'y a qu'un Dieu et un seul, celui de la bonté et de la miséricorde. Et ce Dieu c'est Jésus, maman. Va au ciel, mon fils. C'est mort en chrétien. Attention! Par ordre du roi et de son éminence, messieurs les duellistes, veuillez nous suivre à la prison de Bastille. La peste soit du cardinal. Ces gens sont partis. Reprenons. Ouais. Oh, sois maudit! Cette fois, il ne me gênera plus. Voilà! Qu'est-ce que c'est? Le garde du cardinal, monsieur Almivard est-il là? Il est parti ce matin très tôt. Oui, pour se battre en duel avec monsieur Martinego. Comment savent-ils déjà? On vous aura entendu me provoquer Martinego en duel et on vous aura dénoncé. La police du cardinal est décidément bien faite. Il faut quitter Paris. Sans affaires, sans un sou. Et où aller? Chez monsieur Dars, peut-être. Alors, Sange, il est parti cette nuit pour ces terres dans le Berry. Le Berry? Le désert, oui. Enfin, soit pour le Berry.
Que se passe-t-il? Vous, cher ami? Je n'espérais pas vous revoir si tôt. J'ai un service à vous demander. Prenez le cheval de ce gentilhomme. Montez avec moi, nous serons mieux pour causer. Vous comprenez ma terreur. La sévérité du cardinal va se manifester de terribles manières. Et il vaut mieux ne pas être de ceux à qui elle s'appliquera. Oui, je vous comprends. Hélas, je me rends aux fêtes données pour la naissance du fils du prince de Condé et je vais être absent 3 semaines. Mais n'avez-vous pas quelques fermes où je pourrais attendre votre retour? Vous recevoir dans une ferme, vous plaisantez. Un ami tel que vous. Non, je vous conduirai chez un mien cousin. Vous y serez en sécurité. Parfait. Mais je me dois d'être prudent. Aussi, avec votre permission, je prendrai le nom de Villarreal. La charité, s'il vous plaît, la charité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Encore. Encore. Le diable marche sur mon seul de poivre. Non, Mario. Ils sont des seigneurs. Ils ont le droit de nous tuer. Mais nous ne pouvons pas leur jeter des pierres. Eh bien, femme, que veux-tu? Mercedes ne comprend pas la langue de vos seigneuries. Comment t'appelles-tu, bonhomme? La flèche. Pour vous servir, monsieur. Dis-moi, que veut cette Mercedes? C'est une bonne fille qui ne demande qu'à connaître le nom de vos seigneuries afin de prier pour elle. Conseille-lui de prier pour nous sans nous nommer, le bon Dieu nous connaît bien. Faites place! Place! Prenez le chemin de Bois Doré. Bois Doré? C'est le nom du cousin chez qui je vous amène. Bois Doré, attendez. Vous n'est-ce pas un hérétique? Pas plus que le feu roi Henri. Il s'est converti en même temps que lui. Et pas mieux, peut-être. Bois Doré. Ça sonne comme une vieille chaise. Vous verrez. Capitaine! Non, rien. Rien avant d'avoir terminé cette souche. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh! Ah! Voilà enfin notre 4 heures. Soldat! À la soupe! Approchez, approchez. Allez, allez, les gobelets. Allez.
m'a donné faim. Fais-moi une belle tartine. Infatigable. Oh là là. Où est le marquis? Allons, Bélinde. Il faut en prendre votre parti. À cet âge, un homme fait tout pour se prouver à lui-même qu'il a toujours 20 ans. Vous me croyez jalouse? Loin de moi cette pensée. J'ai de plus en plus faim. Monsieur le marquis, il y a une lettre pour vous au château. Ah, me l'avez-vous apporté? Ah non. Non, il y a si longtemps que monsieur le marquis en a reçu de cette personne, moi j'ai pensé qu'il n'y avait pas d'urgence. De qui s'agit-il? Mademoiselle de Beuvre, évidemment. Dorian. Vous ne pouviez pas lui annoncer la nouvelle avec plus de ménagement? Ménagement. Je m'en moque bien des ménagements. Est-ce qu'on me ménage, moi? Monsieur le marquis, mon cher marquis, mon cher ami, mon ami, mon doux ami, mon ami,
Voici 2 ans déjà que cette horrible guerre vous a éloigné de moi. Nouvelles atroces m'ont fait croire à votre mort. De désespoir. Et sur les instances de mon père, je vais donc épouser Monsieur de... C'est un mariage de convenance. Mon cœur est demeuré Lauriane. Veuve depuis 6 mois, je me sens enfin le droit de vous écrire. Je serai à Bois Doré dans le courant du mois, en route vers le château de mon père, où j'y attendrai la fin de mon deuil. Mon cœur se réchauffe à la pensée de vous savoir vivant, et à celle aussi de revoir l'ami de mon enfance. Mon cœur se réchauffe à l'idée de vous savoir vivant. Et à celle aussi de revoir l'ami. L'ami de mon enfance. Qu'on me laisse. Oh, c'est vous. Vous semblez tout bouleversé. Tenez. Ne vous l'avais-je pas dit? J'avais lu dans les astres qu'une nouvelle importante réjouirait bientôt votre cœur. La peste soit les astres. Bah, n'êtes-vous pas heureux? Vous avez pleuré de la savoir mariée, et voilà maintenant qu'elle est libre, et qu'elle est de retour. J'ai 30 ans de plus qu'elle. J'interrogerai les astres pour plus de sûreté. Mais dès maintenant, je pense que la conjonction doit être heureuse. La peste de votre conjonction. Elle garde de moi l'image d'un cavalier au visage lisse, aux yeux limpides. M'aimera-t-elle encore avec ça? Si elle vous a aimé, elle vous aimera tel que vous êtes. En êtes-vous sûr? Elle a eu dans son lit un mari qu'elle n'aimait pas, peut-être, mais qui avait la laine fraîche le matin, la peau lisse. Et même s'il n'avait pas d'attrait pour elle, mais sait-on jamais avec les femmes, il avait l'avantage d'être jeune et non point rugueux, comme moi. Vous exagérez, mon ami. Je fais encore illusion, mais dans 1 an. Dans 2, dans 10, elle sera en plein épanouissement de sa beauté. Ses sens seront plus exigeants encore. Mais moi, aurais-je assez de force dans les bras pour ployer sa taille lorsque je la désirerai? Soyez optimiste. Vous voyez, vous êtes encore capable de tordre ce tisonnier. Et plus tard, je ne veux pas lui donner l'image d'un vieux mari impuissant. Carpe diem. Voudra-t-elle de moi encore avec ce visage de gargouille? Et puis, qui est-elle, après 2 années? Aime-t-elle encore les mêmes livres? Après m'en avoir donné le goût, peut-être s'en est-elle détachée. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup cette littérature, et c'est pourtant bien joli. Je suis soupçonneuse, je suis jalouse, je suis difficile à gagner, facile à prendre, et plus aisée à offenser, et très malaisée à rapaiser. Vous entendrez citer l'Astrée, vous. Non, Montaigne, Boccace, Rabelais, soit, mais ces préciosités. Lauriane en raffolait. Je suis soupçonneuse. Je suis jalouse. Je suis soupçonneuse. Je suis jalouse. Je suis difficile à gagner et facile à prendre. Difficile à gagner et facile à prendre. Bourguignon! Qu'y a-t-il, mon enfant? Je ne puis vous le dire. Bourguignon! Arrêtez-nous ici!
Lauriane! Lauriane! Mais vous êtes folle! Alors venez m'aider, vous autres, venez! Lauriane! C'est la mort que vous cherchez à attraper? Laissez-moi! Mais pourquoi cette folie, mon enfant? Si j'étais catholique, mon père, je la dirais à mon confesseur. Vous êtes huguenote. Dites-le à votre père. Mais à quoi bon? Je te l'ordonne. Eh bien, j'avais un instant oublié que j'étais devenue une femme et que j'avais presque le droit d'avoir de mauvaises pensées. Mauvaise pensée. Mon deuil n'est pas terminé, loin de là. Mais certains hasards me prennent au dépourvu et provoquent en moi des émotions que je ne peux pas contrôler. Alors, pour me punir... Vous êtes un drôle de caractère, ma fille. Je croyais vous bien connaître. Puissais-je me connaître moi-même? Le marquis ne préside pas lui-même à la distribution des secours. En tout cas, je vois avec joie qu'il n'oublie pas cette part de chrétien. Il n'en oublie aucun. Je ne te vois guère au confessionnal, toi, mon enfant. Elle en aurait trop à raconter. Vos oreilles en seraient plus rouges que par le froid qu'il fait aujourd'hui. Dieu ait miséricorde. Oui, oui, mais ses serviteurs, Le dieu impertinente, Dieu te punira, hein? qu'on appellerait à sa miséricorde. Huguenot, hérétique, renégat, tous comme leur maître. Mon enfant, le marquis, est-il là? Non. Il est absent. Je n'ai pas vu passer son carrosse. Votre surveillance est inutile. C'est de là qu'il est absent. Applique-toi bien sur les muscles du cou, Adamas. Là, fortifiés, ils soutiennent ceux du visage et ainsi les rides sont moins apparentes. C'est supportable, mon capitaine. Vas-y, Adamas, appuie. Bon, elle devrait donc être à Bois Doré à la fin du mois, c'est-à-dire... D'après le calendrier, aujourd'hui ou demain au plus tard. Aujourd'hui ou demain? Bon, alors appuie, Adamas. Allez, appuie. Voilà. Monsieur le Marquis, Monsieur Joblin, c'est le curé. Bonjour, monsieur le marquis. La vue d'un homme nu offense-t-elle votre pudeur? Monsieur le recteur, à la guerre, tous les morts sont nus. Ah, il est vrai que vous n'avez point fait la guerre. Et que les morts qu'on vous apporte sont généralement bien enveloppés. Ah, ne pouvez-vous faire taire cet instrument? Merci, maître Joblin, vous m'avez charmé. Quel soulagement. Cette musique vous paraît-elle une musique hérétique? Mon Dieu, les Écossais en jouent et ce sont des Huguenots. Ah, et les Bretons aussi en jouent et les Auvergnats. Oh, je vous en prie. Comment appelez-vous votre joueur de cornemuse? Jovelin, pourquoi vous voulez qu'il vous enseigne de son instrument? Jovelin, Jovelin, Juvelino, Juvelino, Giovelino. N'y avait-il pas un astrologue italien célèbre du nom de Giovelino, et qui, comme Copernic, a été jugé pour hérésie en Italie, et qui, dit-on, aurait trouvé refuge en France du temps du feu roi Henri IV? Savez-vous aussi s'il jouait de la cornemuse? Non, j'ignore ce détail, monsieur le marquis. C'est là une grande lacune, monsieur le recteur. Quand on est un bon inquisiteur comme vous, on doit être en possession de toutes les pièces du dossier avant de poser des questions indiscrètes. Moi, je ne suis pas un inquisiteur, monsieur le marquis. Je sers Dieu de mon mieux, voilà tout. Ignace de Loyola disait de même. Les assassins de la Saint-Barthélemy aussi. Vous parlez comme un renégat. À qui la faute? Je me suis converti parce que je pensais que votre dogme était toute charité. D'abord. Il l'est, monsieur le marquis, il l'est. Il l'est, alors oublions toutes les guerres de religion qui ont déchiré la France et ne pensons qu'au pardon.
Ça sera là tout notre évangile pour aujourd'hui. Vous pouvez en faire part à votre évêque. Lauriane, déjà. À Damas, vite, mon habit, nous avons de la visite. Et maintenant, allez dîner, monsieur le recteur. Sinon, vous allez encore me voir nu. Monsieur le marquis. Ça vous a été dur avec le curé, mon capitaine. C'est un espion de Condé, de l'archevêque, de tous ceux qui se méfient des gens qui, comme le roi Henri IV, ont jugé que Paris valait bien une messe. Et si vous l'aviez offensé? Un chien sournois donne du bâton avant qu'il ne te morde. Qui est-ce? Guillaume. Ah, fais entrer. Mon cousin. Mon cher Guillaume, à quoi dois-je le plaisir de vous voir? Je vous amène un ami de Paris, monsieur de Villarréal. J'aimerais que vous le gardiez jusqu'à mon retour des fêtes données par le prince de Condé. À ce propos, vous n'y allez pas? Ah non, pas encore. Non, il reste de nos guerres quelques petites égratignures qui ne sont pas encore cicatrisées, non. Non, mais cela me permettra de garder votre ami. J'ai cru voir un rat. Ici, cela m'étonnerait. Je me serais trompé. Dieu est vraiment bon. Il a dédommagé ses anciens ennemis de tout le mal qu'ils lui ont fait, en leur laissant leur richesse. Et pour ne pas dire plus. Ces fidèles serviteurs, comme les vieux habitués d'une auberge, sont toujours servis les derniers. Et à la plus mauvaise table. Ces mots de la part du catholique que vous êtes ont de quoi étonner. Si l'on a brûlé autant de juifs pendant l'Inquisition, ce n'est pas pour d'autres raisons que celles qui s'offrent à vos yeux en ce moment. Il fallait faire comprendre aux chrétiens déshérités que les biens de ce monde ne sont jamais définitivement acquis. Ils sont périssables. Il vaut mieux l'humilité et la pauvreté que les flammes du bûcher. Et vous auriez l'intention de brûler toutes ces merveilles? Certes. Eh oui, certes. S'il s'avérait qu'elles offensent Dieu. Monsieur de Villarréal, mon cousin. Monsieur. Je suis le recteur Poulain. Je vous remercie de votre hospitalité, monsieur, et j'espère qu'elle ne vous portera pas malheur. Malheur? Oui, je disais à l'instant à votre cousin que je n'hésiterais pas à mettre le feu à votre château, si ce geste pouvait être agréable à Dieu. Je vous rends grâce de me prévenir. Je dis toujours ce que je pense, fût-ce à contre-temps. Eh bien, votre franchise appelle la mienne. Je suis bon chrétien, bon catholique. Monsieur le recteur peut en témoigner. D'ailleurs, je lui dois ma conversion. Mes compliments. Oui. Depuis, il ne me quitte plus. C'est un reproche? Non, pas du tout. Non, non. Je sais que vous m'aimez paternellement, que vous êtes heureux et fier de me montrer. Oui, dans le diocèse, je suis son plus beau titre de gloire. D'où votre présence assidue à mes côtés. Je vous en remercie. Bien, passons à table. J'espère que mon ordinaire n'offensera pas le Seigneur.
Belinde, faites patienter nos hôtes, je viens. Le beau chien, petit bateau. Quel destin. Son mari a été tué au siège de Nevers quelques jours après leurs noces. Donc huguenote. On ne peut rien vous cacher. La convertir serait une tâche bien agréable. Monsieur le marquis n'a point reçu ma lettre, qui n'est point là pour m'attendre? Je l'ignore, madame. Peut-être est-il à la salle à manger en train de festoyer avec quelques amis. Je l'ignore, madame. Maître Joblin, savez-vous où se trouve Sylvain? Excusez-moi, mais je voulais vous montrer quelque chose. Il m'aime encore. Ars, vous connaissez. Monsieur de Villaréal, ma fille, Madame de la Motte-Seuilly. On a oublié de me présenter. Je suis l'abbé Poulain, votre nouveau recteur. Je doute, monsieur le recteur, que madame ait besoin de vos services. Ma fille était huguenote par naissance. Elle est demeurée par son mariage. Je croyais avoir appris qu'elle était veuve. Cela ne change rien à l'affaire, monsieur le recteur. En attendant, monsieur de Boisdoré, notre hôte, puis-je vous faire les honneurs d'une maison que je connais bien? J'apprends votre veuvage et j'en suis fort pénétrant. Je vous remercie, monsieur, de votre pitié. Pitié est un bien grand mot pour ce farouche catholique de Villaréal. Il pense au contraire, j'en suis sûr, que la mort de votre mari a fait un hérétique de moi. Cela est-il possible, monsieur? Seriez-vous pour la reprise des troubles? Le trouble, c'est la paix. Ce mélange ignoble où tout est confondu. Les bons, les méchants, les purs, les impurs, les anges avec les bêtes. Ah non, ne me parlez pas de la paix. Seule la guerre avec ces deux camps bien précis. La guerre seule et claire. Quoique choquante pour nous, cette franchise vous honore. Vous avez parlé comme un véritable soldat du Christ, monsieur de Villaréal. Mais j'en suis un. Et vous aurez un paroissien de plus, monsieur l'abbé. Et j'en serais ravi. Notre paroisse de la Motte-Seuilly est bien modeste et j'avoue que nos paysans ne sont pas très empressés. Beaucoup parmi eux ne se sont convertis au catholicisme que pour échapper au supplice, ou à la faim. Pour monsieur de Boisdoré, notre hôte, le cas est bien différent. Mais monsieur de Boisdoré est un soldat, il a obéi à son roi. Monsieur de Boisdoré est homme de guerre? Il a fait toutes les campagnes du feu roi Henri IV aux postes les plus exposés. L'éternité. C'est l'éternité que je viens de vivre sans vous. Bonjour, mon ami. Cher Sylvain. Maître Jovelin, un peu de musique? Dînons gaiement. Mes hommages, chère madame.
Les 3 semaines qui vont encore me séparer de vous vont me paraître interminables. Bon séjour, cher ami, et ne mettez pas le feu. Je gage, madame, que vous rêvez d'un amour vrai, tel que vous pourriez l'inspirer à un galant homme. Et non pas d'une comédie comme vous la joue, monsieur de Boisdoré. Je ne sais ce dont vous voulez dire. Lauriane, mon enfant, il nous faut partir. Les eaux vont gonfler et nous ne pourrons pas passer le gué de Neuville. Bien, mon père. Merci, mon cher Sylvain. Venez, Lauriane, dépêchez-vous. Mais non, venez, monsieur le recteur, montez dans mon carrosse. C'est pas un temps de chrétien. Voilà plus de 2 ans que j'attends cette soirée. Et nous nous sommes point parlé. Parler? Parler à qui? À un masque? Pourquoi, Sylvain? Pourquoi cette mascarade? Comment vous répondre? Ne sortez point. La pluie pourrait faire couler votre maquillage. Don Gion, primo della Francesca, Andrea del Sarto. Pourquoi pas Michel-Ange et Léonard de Vinci? Maudit Huguenot. Maudit riche. Maudit hérétique. Pitié, grâce. Ah, mais je te reconnais. La flèche, monseigneur. Brave garçon, un petit peu malhonnête. Et qui mérite seulement quelques coups de bâton. En conscience, 20 coups paieraient largement mon petit désordre. Comment es-tu entré ici? L'intendant a permis à notre troupe de passer la nuit dans la grange. Et en guise de reconnaissance, tu essaies de voler quelque chose? Tu mériterais que je te tue sur le champ. Je suis pas malhonnête, juste un petit peu fouineur. Hey, que cherchais-tu? Parle! Ma vie contre un secret. D'abord le secret. Alors, ce secret? Si vous enleviez votre dague, ce sera plus facile à vous expliquer. J'attends. Il n'y a pas vraiment de secret, monseigneur. Oui? Mais un trésor énorme. Le trésor de guerre de Huguenot. Le secret, c'est l'endroit où il est caché. Chanson.
Le maître de ces lieux est catholique. Comment pourrait-il être en possession du trésor des Huguenots? J'étais moi-même prisonnier des Huguenots dans ce château, avant que le roi Henri ne se convertisse. J'ai vu entrer ici des chariots et des chariots de butin. Ils en ont mis partout, dans les caves, dans les greniers. Ça, c'est le butin du pillage des églises. Vous voyez que j'avais raison. Et les ciboires? Les chênes, les croix, l'or, ou en un mot, où est-il? Et comme le reste. Comme ces tableaux, comme ces meubles dans le château. Mais où? Où l'ont-ils caché? Ça, tu ne le sauras jamais, mais moi, oui. Allez, va-t'en. Et que je n'entende plus parler de toi. Allez. Si tu me rencontres un jour, fais celui qui ne m'a jamais vu. Allez. Monseigneur n'aurait-il pas une petite bourse pour un pauvre acrobate? Je te laisse la vie, c'est plus que tu ne mérites. Cher marquis, chère marionnette, on en a des secrets. Que faites-vous ici, Belinde, à cette heure? Je n'avais pas sommeil. J'ai pensé que vous non plus. Un peu de lecture vous ferait-elle plaisir? Et c'est pour me faire la lecture que vous vous êtes ainsi paré? Vos lectures préférées sont l'Astrée et le Grand Cyrus. Les princesses y jouent des rôles de bergères. Moi, j'ai pensé que le contraire pourrait vous amuser aussi. Je vous remercie, Belinde, de votre sollicitude. Mais j'ai mes comptes de fermage à faire et je crains de devoir y passer la nuit. Merci, Belinde. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur le marquis. Que voulez-vous? Je ne puis dormir. Ne pourriez-vous me lire quelques pages de l'Astrée? Vous pourriez pas les lire vous-même? Mais vous avez raison. En fait d'amour, l'Astrée ne dit que des fadaises, alors... Ne parlons pas d'amour. Faisons-le.
Vous avez à peine 20 ans. Tu te moques, hein? Allez, fais comme moi. Ah non! Qui a mon âge, moi? Ah non! Vous supputez sur les chances de votre jardin? Oh non, 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 je m'interroge sur son plan. Je voudrais pouvoir mettre les parterres en accord avec le chiffre 7. Êtes-vous superstitieux? Ah, qui ne l'est pas quelque peu, inconsciemment. Non, non, là n'est pas la question. Non, le chiffre 7 était celui du roi défunt. Tenez par exemple. N'a-t-il pas vaincu à Arques en septembre, le 21? 3 fois 7. Son armée n'était-elle pas composée de 7 escadrons, dont je commandais le dernier, le 7e? Alors, je mets du 7 partout où je le puis. Cela ressemble à de l'idolâtrie. Ah, si vous aviez connu le roi Henri, vous l'auriez aimé Huguenot. Alors pensez, catholique. Oui, j'ai fait toutes ces campagnes. Puis l'heure de la retraite est venue. Allez, la retraite. Retraite plaisante. Retraite quand même. Voyez-vous, il m'est arrivé dans la vie 3 chagrins qui m'ont permis de comprendre que les choses en ce monde ne duraient pas longtemps. Le premier, c'est la mort de ma mère. Le second, la mort de mon frère. Et le troisième, celle du roi. Tous 3 ont péri de mort violente et je ne m'en console pas. Il faut reprendre du service et repartir à la recherche de quelques nouveaux Graals. Le temps n'est plus pour ce genre de quête. Je sais que de nos temps, l'intérêt prime tout. Alors pourquoi pas la recherche du trésor de guerre des Huguenots? Vos anciens amis. Il était considérable, m'a-t-on dit. Un peu de gelée de cédra. Merci, je mange fort peu le matin. Vous avez grand tort. Il fait très froid dehors et il vaut mieux avoir l'estomac bien garni. En ce qui concerne le trésor des Huguenots, ce n'est pas l'heure pour en parler. Il faut attendre la veillée et faire comme les Anglais qui racontent au coin du feu des histoires de fantômes. Je vais me faire une promenade à cheval tous les matins. Ah. Et vous voudrez bien m'excuser. Approchez, maître Jovelin. Mon cher grand ami, asseyez-vous et mangez-moi une tranche de pâté ou de jambon, comme nous faisons souvent quand nous sommes en tête-à-tête. Monsieur le marquis me fait trop d'honneur. Je n'aime pas les jésuites, Jovelin. Si vous aviez connu notre ancien curé, il vous aurait compris, lui. Vous n'auriez pas été obligé de traduire votre nom en français. Vous seriez toujours Lucilio Giovelino, et non pas un pauvre sonneur de cornemuse. Trop heureux encore de cela, puisqu'ici je vis dans la sécurité et que j'y peux continuer mes études. Il faut que je vous dise, oui. Mon hôte, monsieur de Villaréal, vient de me faire une allusion directe au trésor de guerre des Huguenots. Je consulterai les astres pour savoir si un péril vous menace. Attention, on vient. Votre chapeau, la sourdeline. Sanche, il y a des secrets dans cette maison. Je te demande d'ouvrir l'œil. Avant de vous occuper du secret des autres, songez bien plutôt à défendre le vôtre. Les deux choses sont liées.
Comment cela? Eh bien, suppose que j'apporte au cardinal un renseignement. Un renseignement sur ces messieurs de la religion. Ne crois-tu pas qu'il m'accorderait ma grâce? Si le renseignement est important. Il l'est. Il l'est. De quoi s'agit-il? J'hésite à te le dire. À la lumière du jour, l'histoire me paraît un peu fantastique, oui. Ce serait vraiment trop beau. Mais je connais quelqu'un qui m'éclaircira les idées. Monsieur de Villarreal. Monsieur le recteur, c'est vous que je viens voir. Venez, mon fils. Ici, nous sommes tranquilles. Monsieur le recteur, je voulais vous dire hier, chez Monsieur de Bois-Doré, je n'ai pas pu vous parler à cœur ouvert. Et j'ai eu l'impression d'être dans un repère de huguenots. Ah, Monsieur de Bois-Doré est catholique. Oui, mais de fraîche date. En est-il moins bon? Vous croyez à ces catholiques-là, monsieur le recteur? Je crains qu'il ne ressemble à l'ânesse de ma cousine. Oui, cette bête avait un anon. Un jour, on enferme son petit et on la charge de tout ce qu'il fallait pour déjeuner sur l'herbe à la campagne. Elle va bien jusqu'à la moitié du chemin, puis tout à coup, elle se ressouvient de son anon. Fait 3 sauts en arrière, vous jette toutes les provisions dans la rivière et s'en retourne sans que rien ni personne ne puisse la retenir. Vous voyez, j'espère, l'application. Non, mais il n'y a rien à reprocher à Monsieur de Bois-Doré. Il est très charitable, il distribue beaucoup d'aumônes. Sans vous consulter, je parie. Peu importe. Oui, mais n'est-ce pas un paravent? Je veux dire, cette couverture ne cache-t-elle pas un secret de grande importance? Un secret politique? À propos, que pensez-vous de son entourage? Il y a, au juste, un homme bien suspect. Ce joueur de cornemuse? Je vois que vous avez flairé le péril. Il me semble être un personnage que l'on essaie de cacher. Ça pourrait être un grand prêtre d'une société secrète. Bien encore le chef d'une organisation clandestine. Et c'est aussi mon opinion. Je n'en ai jamais pu acquérir la certitude. Il y a autre chose? Autre chose, oui. D'une importance considérable. De cela non plus, je ne suis pas sûr, hein, mais j'ai de fortes présomptions. Monsieur de Bois-Doré a passé sa vie à faire la guerre. Et qui dit guerre dit pillage, butin, trésors cachés. Nous y voilà. Monsieur de Villarreal, j'ai la charge de ce diocèse. Comprenez-moi bien. Et je dois employer toutes les méthodes pour y assurer la paix, même si ces méthodes paraissent indignes d'un serviteur de Dieu. Quand on sert Dieu, peu importe la méthode. Une personne de Bois-Doré qui servit autrefois chez les catholiques m'affirme avoir reconnu certaines pièces de collection qu'elle avait connues chez ses anciens maîtres et qu'elle a retrouvées précisément à Bois-Doré. Si ce qu'affirme cette personne est vrai, il s'agit sans aucun doute du trésor de guerre des Huguenots que recherche en vain depuis des années le cardinal et monsieur le prince de Condé qui m'a fait nommer ici. C'est le prince lui-même
qui m'a demandé de placer à mon tour cette personne chez Bois Doré, afin de pénétrer dans son intimité, si vous voulez bien me comprendre, et d'essayer ainsi de percer le secret. Et cette personne, bien entendu, c'est Dame Belinde. Monsieur le Marquis, je vous conseille ce fard. Il est plus foncé, il paraîtra plus naturel. N'en mettez pas trop. Madame de la Motte-Seuilly vous prendrait pour un gamin. Belinde, voilà un nom que je n'aime pas vous entendre prononcer. Ni par quiconque. Pourquoi vous obstinez-vous à vouloir ressembler aux héros de vos romans? J'ai compris que l'amour de Lauriane m'est à jamais refusé. Demain, je ferai venir les maçons. Et je leur ferai murer la porte de la pièce où sont enfermés les souvenirs de ma passion. Un instant, mon ami. Votre corps a été hachuré de blessures au cours des guerres et vous ne souffrez pas une égratignure faite par le regard d'une femme. Non, mais qu'attendez-vous pour aller la trouver et lui poser la question qui vous brûle les lèvres, hein? Auriez-vous peur de la réponse? La grotte, on la construira ici. Une allée de statues représentant l'amour sous toutes ses formes y mènera. Il y aura l'espoir, l'attente, le désir, la déception, l'espoir renaissant. Vous changez l'ordonnancement de votre jardin? Je le mets au goût du jour. Je regretterai celui-ci. Je vous y ai connu galopant sur un poney que je vous avais donné. Il faut vivre avec son temps, Sylvain. Les femmes vont reprendre leur place. Pendant la guerre, nous avons été souvent obligés de nous déguiser en hommes, de monter à cheval, dormir dans la paille. Mais maintenant, c'est fini. Nous pouvons retourner à la soie et aux dentelles. Oui, et vous occuper de votre jardin. Le poney que je montais comme un garçon est mort, Sylvain. J'en ai eu beaucoup de chagrin. Mon mari, soldat, est mort au siège de Nevers. Je n'en ai eu aucun chagrin. Vous en conclurez que j'aimais plus mon enfance que mon état de femme. Vous auriez tort, Sylvain. La vérité, c'est que je ne suis pas faite pour le mariage. Le mariage engendre l'habitude, et les habitudes conduisent à la vulgarité. Attendre, penser à l'être cher, l'espérer. Je crois finalement que c'est ce qu'il y a de mieux dans l'amour. Je vous remercie, Lauriane. Vous m'éloignez de vous avec beaucoup de délicatesse. Je ne veux pas vous éloigner de moi. Je comprends un demi-mot. Vous vous trompez. J'ai vu le musée Lauriane à Bois Doré. Maître Jovelin me l'a montré. Voilà, Sylvain, comme je veux être aimé. Oubliez ce que je vous ai dit l'autre soir. J'aime aussi les efforts que vous faites pour vous rajeunir. C'est une belle preuve d'amour que de se défigurer ainsi pour essayer de plaire à la femme que l'on aime. Un jour, cependant, je vous demanderai de cesser l'emploi de ces fards.
Et ce sera le jour où j'accepterai de devenir votre femme. Car c'est bien ce que vous voulez, n'est-ce pas, Sylvain? Que je devienne votre femme. Mais pour cela, il vous faudra être patient. Attendre. Longtemps, peut-être. Je ne veux pas d'un mariage bâclé comme le dernier. Je veux être sûre de la pureté et de la force des sentiments que j'inspire. Je vous attendrai, Lauriane. Il faut mettre nos cœurs à l'épreuve. Julie d'Argène a demandé 10 ans de patience à son amant. Moi, je ne vous en demanderai que 7. 7 ans? Pourquoi 7 ans? 7. C'est bien votre chiffre. Dans 7 ans, je serai un vieillard. Que m'importe si vous m'aimez. 7 ans, Lauriane. Y songez-vous. 7 ans. Serez-vous capable de me faire ce sacrifice? J'aime ce qui exalte l'âme et le cœur. J'aime le sublime. T'as chaud, Sévis? Encore plus que faim. Écoute. Maigre pitance. Vous n'avez pas rencontré une troupe de 200 soldats? Non, 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 non. Et si je parle de routiers, des reîtres? Non, non, non. Nous venons de la Ferté. Et nous pouvons vous assurer que nous n'avons pas rencontré la moindre troupe. Vous pouvez sans hésiter prendre une autre direction. Venez donc vous chauffer à notre feu, vous allez prendre froid. Nous avons promis de donner le spectacle au village voisin. On va être en retard. Moi, je m'occupe de la plus frileuse. Allô! C'est pourquoi un médicament particulier? On n'obéit plus aux ordres du médecin. Et n'abîme pas Sévis, pense aux amis. C'est fini, rien pour toi. Fais pas la piste, lâche-moi, Mario. Hey! Hey!
Disparaissez, misérables, et ramassez vos blessés! Sinon, c'est moi qui vais vous pendre à cette branche. Et remerciez le ciel de ne pas avoir été sur mes terres. Sinon, c'était la mort pour tous! Ce garçon est gravement blessé. Adamas, emmenons-le au château. Maudit gnome. Maudit masque. Je le trouverai, ton trésor. Je le trouverai, ton trésor. Allez quérir, maître Jovelin, vite! Ce garçon n'a pas du tout l'air d'un bohémien. Toi qui connais bien les morisques, qu'en penses-tu, Adamas? Mais vous avez raison. Il est allé comme quelqu'un qui court les routes, mais il a le nez droit, le front dégagé. Rien d'amorisque. Ah, maître Jovelin, usez de toute votre science pour soigner ce garçon. Des blessures superficielles, rien de cassé. Je m'en occupe. Je vous fais confiance. Demain, il n'y paraîtra plus. Bonne nuit. Merci. Merci. Non. Veillez sur lui.
Moi, je ne peux plus veiller si tard. Surtout après m'être battu. Au contraire, on va vous soigner. Nous courons un très grave danger. À Bois Doré, personne n'est en danger. Merci. Ah oui, entre, Adamas. Qu'ai-je vu, monsieur? Vous logez chez vous des morisques? Des mahométans? Ma foi et ma religion m'interdisent de loger sous le même toit que ces maudits. La charité à moi, monsieur, m'interdit de jeter dehors une femme seule et un jeune garçon blessé. Tous ces gens sont des voleurs et des bandits. Qu'ils me volent, monsieur, qu'ils me volent. Mais que je dorme. Oui. J'ai eu une journée très fatigante. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Monsieur le marquis ne fait pas sa prière. Fais-la pour moi, Damas. Comme d'habitude. Jean-Moulin. Gioveline. Et comme vous aviez raison, il soignait le jeune Maurice qu'avec la même compétence et l'habileté de ces médecins arabes que nous avons enfin chassés d'Espagne. Et quand cela serait? En cachant ce savant, monsieur de Bois Doré a commis une faute. Pas un crime. Vous disiez pas de même l'autre jour. Ouais, Dieu, sans doute, ne m'inspire-t-il pas de la même manière ce matin? Et vos recherches au sujet du trésor, où en sont-elles? Au même point. Sauf que je me suis, grâce à vous, fait une alliée en la personne de Dame Belinde. Ah, c'est parfait. Laissez-lui donc le soin de mener à bout cette enquête. Mais... Non, mais ne soyez pas déçus. J'ai parlé de votre foi à Monsieur le Prince et il voudrait vous employer à une autre mission. Comment? Il abandonne la recherche du trésor des Huguenots. Moi, non. On ne peut pas aller contre les désirs de Monsieur le Prince. Mais rassurez-vous, les deux choses peuvent fort bien aller de pair. Que pensez-vous de Lauriane de la Motte-Seuilly? Le prince envisagerait ce parti pour moi? Il faudrait la convertir, à moins que son calvinisme ne soit un prétexte pour la laisser vivre seule au fond de son manoir. Lui plaisez-vous? Qu'importe. Il ne s'agit pas d'une aventure, mais de mariage. C'est le père qu'il faudrait convaincre. Le mariage lui rendrait la tranquillité. Et il a déjà eu maille à partir avec les jésuites. Si la guerre reprenait, et c'est précisément ce que craint Monsieur le Prince, vous seriez, en tant que gendre de Monsieur de Beuvre, au centre des complots. Un observateur idéal. Vous seriez même admirablement placé, si la nécessité s'en faisait sentir, pour exercer un moyen de pression à travers Lauriane sur son père. Ou même
Si Dieu le voulait ainsi... De grands intérêts sont entre vos mains, mon fils. De grands intérêts. Lauriane. C'est pas ce pantin de bois doré qui m'empêchera de la conquérir. Lauriane. Enfin, mademoiselle de Veuve, enfin, je veux dire, madame de la Motte-Seilly, elle est... Je ne suis pas là. Je m'en si mal, bon Dieu. C'est moi, Lauriane. J'en ai pour un instant, Lauriane. Mais inutile de vous farder, ce sont des reproches que je suis venue vous faire. Enfin, Sylvain, qu'est-ce que j'apprends par des paysans accourus chez moi? Monsieur le marquis de Bois-Doré se bat contre des reîtres 10 fois supérieurs en nombre, les met en fuite au prix de 1000 prouesses. En un mot, risque sa vie. Et tout cela pourquoi? Pour sauver une bande de bohémiens. Oh, et vous êtes content de vous en plus. Il ne vous suffit plus de vous farder pour tenter de vous rajeunir, il vous faut en plus agir comme un jeune fou. Si je vous avais perdu, moi, si vous étiez mort dans ce combat imbécile, vous m'aimez donc un peu. Oui, vous m'aimez désormais, j'en suis sûr. Votre inquiétude pour ma vie vous a trahi. Oui, monsieur le marquis. Oh, Sylvain, non! Non! Monsieur de Villaréal, vous arrivez à point nommé pour régler un différend. Lauriane et moi nous divertissons à refaire la carte du Temple. Oui, celle de l'hôtel de Rambouillet ne me plaît pas du tout. Elle n'est pas à la mesure d'un sujet aussi important. nous, c'est un continent que nous faisons. Une Amérique. Avec ses fleuves et ses forêts immenses, ses montagnes, ses déserts. Vous voyez, nous n'avons pas lésiné avec le désert. Le désert, c'est l'attente. Et puis au loin, tout au fond, un océan bleu comme l'espoir. Un immense océan Pacifique. Jusqu'ici, nous étions d'accord, Sylvain et moi. Voici où nous nous séparons. Doit-on mettre une île dans cet océan? Oui. Ou au contraire, le laisser pur, immatériel comme l'espoir? Moi, je n'ai aucune compétence en cette matière et je le regrette. Mais je m'étonne qu'un homme de guerre comme vous puisse prendre plaisir à de tels passe-temps. Et pourquoi pas? On peut rompre des lances toute la journée et se retrouver le soir à genoux auprès de sa dame, comme nos ancêtres. Il est temps que les peuples heureux aient enfin une histoire. Sinon, ils retournent à l'agitation et au tumulte. Il leur faut donc une distraction puissante. Et de nos jours, ce ne peut être que la découverte du cœur. Et pourquoi? Parce que le cœur était inconnu avant que les précieuses ne s'en soient occupées. On vivait à sa frontière. Les dames sont pour moi incompréhensibles.
Et en effet, mademoiselle d'Argennes a imposé à son fiancé 10 ans d'attente. C'est une épreuve. Et pendant ce temps, le temps passe. Mais qu'importe le temps. Pour ma part, je ne demande qu'une heure, si elle est parfaite. J'ai toujours aimé le sort de ces éphémères. Vous savez, ces mouches blanches qui se regroupent autour des lumières les soirs d'été. Leur vie est si courte qu'elle semble déchargée de tous les soucis vulgaires, comme celui de se nourrir, de respirer, de se reproduire même peut-être. Juste aimer et mourir. N'est-ce pas merveilleux? Pour ma part, madame, nulle part et en aucun cas je n'ai pu supporter la galanterie. J'ai toujours détesté ce langage fleuri, mais depuis ce matin, grâce à vous, je ne le trouve plus grotesque. Et je vous remercie d'avoir permis à un Espagnol d'accéder au sommet de la pensée française. « 6 ans, 364 jours, 2 heures, 5 minutes. 30 secondes. Si vous ne recommencez pas à vous battre pour un rien. À demain. Après-demain. Un mois. Un an. Je vous attends. À demain. Marquis, me permettez-vous de raccompagner Madame de la Motte-Seuilly jusqu'à sa demeure? Faites, cher ami. Faites. Monseigneur, ne vous laissez pas voler la femme que vous aimez.